C'était un dimanche, c'était en début de saison. Puis c'était les jours où il y avait la course du Mont-Joli. Il y avait des coureurs qui passaient partout avec les bâtons comme des fous, autour, à droite, à gauche et tout. Et il y avait les VTT encore par là-dessus. Et il y avait deux pauvres randonneurs là au milieu, on se demandait ce qu'ils faisaient dans ce décor. J'ai dit voilà la montagne en 2013. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont là justement pour faire un tour de stade et qui ne lèvent pas les yeux, qui ne lèvent pas la tête, qui malheureusement profitent pas assez de l'environnement dans lequel on est. On est dans un endroit absolument exceptionnel et c'est dommage. On s'est lancé dans cette aventure il y a une dizaine d'années. On a mis au monde un bébé là, qui grandit comme Pantagruel. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on est à plus de 7000 concurrents, auxquels il faut ajouter les accompagnants qui ne sont pas forcément les plus disciplinés, les spectateurs. Donc ça induit une fréquentation très importante sur le massif. Et on a bien compris que si on voulait continuer, d'abord il fallait prendre des mesures sérieuses hein, pour minimiser l'impact de l'épreuve sur l'environnement. Bon, les impacts, d'abord il faut les connaître. On a identifié un certain nombre d'impacts hein, dans les différentes études. Alors il y a la dispersion des déchets dans le milieu naturel. La détérioration visuelle due au balisage des parcours. L'érosion, notamment des sentiers. Le piétinement de la végétation. Le dérangement de la faune sauvage, mais aussi de la faune domestique, tout ce qui est troupeau. Est-ce que le troupeau peut être dérangé par le passage de la course? En général, ça se passe assez bien. S'ils passent sur les routes, sur le sentier indiqué. Par contre, s'ils passent, comme c'est arrivé une autre année, à travers les troupeaux, ça passe pas. Et les frontales, ils n'aiment pas du tout. Hein. Ils se demandent ce que c'est. Alors là, il y a les chiens qui se réveillent, qui réagissent, parce que les patous, c'est surtout la nuit qui réagissent, hein, qui travaillent. La journée, quand ils sentent qu'il n'y a pas de danger, rien du tout, ils ne bougent pas. Dès qu'ils voient une personne étrangère ou une bête étrangère, c'est un intrus pour eux. Hein. Ils ne font pas la différence. Hein. À ce moment-là, ils se mettent entre le troupeau et l'intrus. Voilà. Puis suivant le comportement de la personne, là, il va commencer à montrer les dents. Mais il ne va pas attaquer une personne. Hein. Par contre, les moutons, ils sont gardés par un berger et ils sont souvent en liberté. Alors là, les chiens, il n'y a pas de limite, il n'y a rien du tout. Là, le problème, il est que si le coureur ne ralentit pas ou qu'il continue à courir, ça brasse un peu plus, quoi. Il faudrait quand même prévenir les coureurs que quand ils voient un troupeau, maintenant que c'est appelé quand même à avoir des chiens de protection pratiquement dans tous les troupeaux, et que ils ne réagissent pas tous pareil. Hein. Et quand il y a un troupeau, essayer de calmer le jeu, de ralentir et de passer tranquillement à côté. Et voilà. Le pastoralisme, l'agriculture, ça fait partie intégrante de la montagne. Par le passé, il y a eu quelques problèmes d'interaction entre la course et les troupeaux. Donc c'est pour ça que cette année, on a pris plusieurs mesures. Donc tout d'abord, ces panneaux, le signalétique qu'on peut voir, qui seront positionnés à proximité de chaque troupeau. Donc quand un coureur voit un panneau comme ça, il reste calme, il ne crie pas, il ne lève pas ses bâtons près des animaux pour ne pas les effrayer. S'il y a un parc à traverser, il le traverse en toute tranquillité. Quand il y a des portails à l'entrée et à la sortie des parcs, il faut absolument les refermer pour que les bêtes ne s'échappent pas. On s'est aperçu également qu'il y avait un manque d'informations vis-à-vis des agriculteurs qui n'étaient pas toujours au courant du passage de la course. C'est à nous de nous renseigner pour savoir quand est-ce qu'il passe, à quelle heure il passe. On a d'abord collecté
toutes les coordonnées des agriculteurs et on les appelle un par un. Les ambassadeurs ils se sont occupés à appeler tous les agriculteurs pour les mettre au courant, comme quoi les coureurs ils passaient soit devant chez eux, soit sur le chemin pas loin des bêtes qui s'occupaient. Et pour qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils prennent les devants, qu'ils dévient leur parc, c'est pas grand chose mais ça évite de créer des problèmes. Je pense que l'impact d'avoir 1000 ou 2000 ou 3000 personnes sur un sentier est moins important que 10 personnes qui naviguent un peu hors sentier, partout, qui fouinent ou qui vont aux champignons, aux myrtilles, enfin je ne sais quoi. Parce que les animaux s'habituent et ça c'est admis, hein, c'est vu partout dans les autres parcs nationaux, américains ou ailleurs, les animaux s'habituent à nous voir passer, à voir passer les gens sur des chemins, donc le chemin c'est vraiment le territoire, le sentier c'est le territoire de l'homme, et puis eux ils arrivent à apprécier leur distance de fuite, ils savent que s'ils sont à 30 mètres pour un bouquetin, il est en sécurité, pour un chamois c'est un peu plus loin, etc. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un impact très fort. Ce que l'on ne sait pas, c'est l'impact qu'il peut y avoir la nuit, puisqu'il y a des courses qui se font la nuit, et du coup là on n'a pas du tout d'éléments. Et nous on sait qu'il y a plus d'activité nocturne des animaux. Quand on a des trails vraiment très printaniers, au mois de mai notamment, là il y a toute la saison de reproduction des oiseaux, notamment les tétralyres, et le fait d'amener une course dans des zones qui sont à la limite de la zone de la forêt, hein, ça peut être aussi vraiment un impact de dérangement. Le printemps, c'est la zone de toutes les reproductions, hein. Tous les animaux, les ongulés naissent à peu près à cette époque, à part le bouquetin qui est un petit peu plus tardif. Donc si on fait passer des courses avec beaucoup de monde, ou surtout l'intendance qui va avec, dans des zones déjà de fragilité, au sortir de l'hiver, ça a sans doute un impact. Ouais. Par contre, l'automne, comme l'UTMB, là, c'est assez bien choisi dans la période parce qu'il n'y a pas de reproduction à ce moment-là. Et puis, voilà, la plupart des jeunes se sont déjà émancipés. En ce qui concerne la course proprement dit, tant que les gens restent sur le sentier, ça ne pose pas un véritable problème puisque la flore, elle est déjà bien limitée. Par contre, si on envisage un départ de course où tout le public, tous les coureurs sont au même endroit, ça crée un piétinement et il y a des plantes qui résistent assez mal au piétinement. Ils peuvent crever avant de faire la floraison, ou en pleine floraison avant de faire la graine, etc. quoi. Ce qui concerne les zones humides, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un milieu très fragile aussi. On a des plantes qui sont vulnérables aussi au piétinement. Et si vraiment on fait passer toute une course et beaucoup de compétiteurs, ça va laisser des traces et pendant un certain temps, en tout cas plusieurs mois vraisemblablement. Et l'impact aussi le plus fort, c'est surtout pour toutes les espèces qui vivent dans ces zones humides, hein, les amphibiens, les reptiles et puis aussi les insectes. En biodiversité, c'est un milieu extrêmement riche mais aussi très vulnérable. Et dans ce cadre-là, il faut absolument éviter les zones humides. Et surtout éviter tout ce qui peut être lié à l'intendance, hein, c'est-à-dire à l'organisation de la course, mettre des tentes ou avoir du public sur ces zones-là, c'est vraiment à exclure ça. Si la course se fait sur un itinéraire sec, je crois que l'impact est très faible. Mais le même itinéraire par temps de pluie ou par temps de neige mouillée, ça a un impact considérablement différent. Alors l'érosion, elle est surtout liée aux matériaux qui sont soulevés par les bâtons, par le passage des gens. Alors effectivement, si on a 1000 ou 2000 personnes qui courent avec des bâtons dans un terrain qui est déjà assez meuble, ça crée de l'érosion. Et si de surcroît le sol est humide, eh bien le terrain devient boueux et dans ce cas-là, la moindre pluie qui est après le passage des coureurs entraîne cette boue dans les renvois d'eau et ils n'ont plus leur effet, leur efficacité. On voit qu'il y a énormément de ravinement lié à tous les sentiers qui ont été coupés par la pratique déjà des randonneurs, ça c'est clair. Maintenant il y a les vététistes aussi qui passent, mais aussi par les coureurs qui sont obligés de couper pour se doubler, etc. Donc là il y a un effet d'érosion qui est d'autant plus marqué qu'on est soit sur des terrains morainiques, soit sur des terrains un peu comme morainiques, c'est-à-dire sableux ou de roches instables.
Donc là, ce panneau signifie qu'on arrive dans un secteur sensible. Donc c'est une zone où il faudra être particulièrement vigilant. Dans ce cas précis, ça signifie qu'il faut absolument rester sur le sentier principal pour éviter tous les problèmes d'érosion et de piétinement hors du sentier. Au cours des années, le balisage est devenu plus intensif parce qu'il y a plus de courses. Et il y a eu un gros effort de fait pour éviter justement toutes les marques au sol. Et quand elles sont sur le sol, ça peut être piétiné et érodable. Par contre, il y en avait sur les arbres, il y en avait sur des rochers et elles existent encore. Donc on a banni ce balisage à faire à la peinture. Et maintenant, le fait de le mettre avec de la rubalise, des bambous, c'est une excellente solution. Alors les déchets, c'est la première année, l'année passée, qu'on a trouvé autant de tubes de gel, de je sais pas quoi. C'est le soir de l'Ultra Trail et ils passent là, nous à côté de chez nous, et sur 1 kilomètre j'ai ramassé un sac à poubelle de déchets. Alors, on a fait des photos parce que c'était tellement aberrant que on a dit cette fois, il va falloir qu'on en parle. Là, les emballages de produits, moi je sais pas, les trucs pour les courses, hein, il y a du gel fortifiant, des machins. Pas de seringue, non, pas encore. Ben, c'est sûr qu'il y a une conséquence. Parce que les chèvres, surtout pour les chèvres elles mangent un peu tout ce qui brille, c'est un peu comme des pies, ça mange un peu ça. Et puis moi j'ai perdu des chèvres comme ça, à cause des déchets qu'ils mangeaient. Ça fait des occlusions intestinales et tout ça, et la chèvre elle meurt, quoi. Je trouve que pour une course comme ça, qui est soi-disant, même pas écologique, mais je trouve que c'est quand même inadmissible de voir des choses comme ça. On a pris pas mal de mesures déjà il y a très longtemps au niveau de la récupération des déchets. Un filet à déchets que tous les coureurs doivent avoir obligatoirement. Oui, ça ne me dérange pas. Chaque coureur a son gobelet. Ça s'est repris dans tous les trails maintenant, pratiquement partout en montagne, dans tous les cas. C'est vraiment une très bonne idée pour lutter contre les déchets. Nous avons des panneaux montagne propres à l'entrée et à la sortie du ravitaillement. Et puis dans les ravitaillements, il y a des poubelles à disposition. Et notamment pour la dernière poubelle, un panneau explicite dit que les coureurs doivent jeter tous leurs déchets et que les prochaines poubelles sont au ravitaillement d'après. Nous sommes en place. C'est l'eau du réseau d'eau. Ça évite des milliers de bouteilles sur un ravitaillement comme ça, là. Et puis, donc, il y a un tri qui est fait au niveau du ravitaillement pour les déchets recyclables. On a été leader là-dedans, on continue, on essaye de s'améliorer, de faire mieux à chaque édition, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Je me souviens qu'en 2009, il y avait vraiment une déchetterie devant nous, devant Kylian et moi-même, sur les traces de la CCC. Maintenant, c'est un petit peu plus propre, c'est un peu mieux géré. Donc, je dirais que je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Maintenant, c'est pas partout pareil, malheureusement. On est quand même assez gentil avec les coureurs. Les derniers qui passaient, on leur avait offert le thé, ils changeaient chez nous et tout. C'était quand même 11h, je sais pas quelle heure, minuit les derniers. Hein. Mais on veut bien participer, mais il faut quand même qu'il y ait l'envers du décor qui soit quand même respecté. Moi, ce qui m'intéresse cette année, c'est ce que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire ? Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vide mon petit sac de déchets, tu vois, dans la poubelle prévue à cet effet, pour éviter d'en foutre partout. J'en ai vu quelques-uns qui traînent, j'essaie de les ramasser. Tu te sens investi d'une mission écologique ou parce que c'est le respect? Tu te balades et tout, tu vois des bouts de plastique, c'est un petit peu dégueu, quoi. Non, enfin je sais pas, ça dénature un petit peu. En même temps quand tu passes, ça m'est déjà arrivé d'en perdre, t'es en pleine descente et tout, voilà, bah t'en as perdu un, quoi. Des fois tu refais pas, après tu te dis il y a des mecs qui passent derrière et tout. Moi je compte sur le bon vouloir de tout le monde. Les trailers sont en général très respectueux de tout l'environnement. On essaie tous de suivre les chemins, de ne pas laisser de déchets. Et toi tu trouves ça normal de ramener tes poubelles et de les mettre ici?
Hein? Je préfère les mettre ici plutôt que les mettre dans la nature. Oui. Souvent on voit les gels ou les petites enveloppes, des fois on en voit. Puis cette année pour l'instant, non, c'est vraiment, s'il est arrivé quoi, c'est des bouts, c'est des accidents vraiment, c'était pas volontaire. Donc je pense que les gens font attention. Après 2 heures de course, on voit par terre des gels, enfin, voilà, des papiers de barre. Ça, il y aura toujours des mecs qui font pas gaffe. Après, bon, ça peut arriver sans faire exprès que les déchets tombent. Après, les gens qui les jettent exprès, ils ont rien à faire sur les courses comme ça ou dans des endroits comme ça. Après, mieux de rester chez eux. Tu vois, j'ai pris justement un short avec plein de poches pour toujours avoir la possibilité de mettre ça si j'ai pas la... Parce que c'est vrai que le trou est un peu petit, quoi. Donc, on a un sac pour les déchets. Personnellement, tout ce que j'emmène, je le ramène. Oui. J'ai une poubelle sur moi et dès que je trouve une poubelle au ravitaillement, ben, je jette. Voilà. Je pense que la parole, le coup de gueule de Catherine a été entendu et c'est une bonne chose, quoi. Voilà. Pas de souci, je pense que tout le monde jette ses déchets dans les poubelles. J'ai rien vu de déchets par terre. Je pense que c'est bien. T'as l'impression qu'il y a une évolution? Oui, je crois. Pas de souci. Il y a une évolution et je pense qu'on peut être confiant. Il y a un trou dessus. Ah ouais. Pour l'instant, je suis surpris par rapport aux précédentes éditions où je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de déchets. Je trouve que ça se réduit. T'as fait une connerie? Je t'en prie, salut. C'est l'amour de la nature qui explique en grande partie le goût du trail. Donc si c'est pour jeter des trucs par terre, mais il y en a quelques-uns, j'en ai vu par terre. Mais c'est bon, enfin, je sais pas, je pense que les gens font pas exprès, c'est un peu dégoûtant quoi. Donc non. Alors, on emporte une petite poubelle sur notre sac pour mettre les déchets au fur et à mesure, et puis après on profite des ravitaux pour se débarrasser. Donc c'est assez facile à gérer finalement. J'ai pas vu de déchets jusqu'à maintenant. L'année dernière, il y en avait beaucoup. Là, j'en ai absolument pas vu. Des tubes qui tombent et qui sont pleins, donc c'est des erreurs. J'en ai perdu un sur le trajet, je me suis arrêté pour le ramasser. Je ne supporte pas voir la nature salie. Ça t'embête pas de ramener ça? T'as pas plutôt envie de les laisser sur le bord du chemin? Les déchets, j'ai dû voir un tube de gel par terre, c'est tout. En 50 bornes, c'est tout ce que j'ai vu. Donc tu vois, ça se passe super bien. On a vu un tas de merde avec un paquet de PQ comme ça dessus. Et ça, c'est infernal. Nous, on prend le papier, on le remet dans un sac étanche et puis on le range dans le sac. Il y en a 50 qui sont passés, il y en a 50 qui ont respecté la charte et c'est plutôt bien. Là, tu vois, c'est voilà, les trucs plus âgés. Tu peux regarder, hop, ils sont là. Je vais le jeter ici. Cette année, on va déployer sur le terrain ce qu'on appelle des ambassadeurs de l'environnement. Bonjour, voilà, nous, c'est une nouveauté sur l'UTMB cette année, c'est l'équipe des ambassadeurs d'environnement. Le premier rôle, c'est de parcourir tous les tracés avant le passage des coureurs. Donc c'est en gros pour faire un état initial du milieu naturel, donc ils vont ramasser les déchets. Donc notre rôle c'est de passer avant chaque course, sur tout le parcours de la course pour ramasser tous les déchets qui étaient présents avant. Donc on a trouvé un ski. Dans de bonnes conditions. on a ramassé pas mal de déchets plastiques, des bouteilles, donc un sac entier. Ensuite, c'est surtout les papiers WC qu'on a ramassés, où il y en avait pas mal. Et pas mal de papiers, de mouchoirs usagés en fait. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un trail qui passe quelque part pour qu'il y ait de la pollution sur les chemins de rando? Non, évidemment non, il y a tout le monde pollue, enfin tout le monde. Il y a toujours de la pollution de la part des randonneurs aussi. Pendant l'événement, ils auront plus un rôle de sensibilisation. Ils vont donc agir à la fois auprès des coureurs et auprès des
des accompagnants et des spectateurs dans les zones sensibles qu'on a sélectionnées, donc en partenariat avec Aster et les réserves naturelles que nous traversons. Donc ils n'ont pas un rôle de police, mais c'est un rôle d'incitation, de pédagogie, d'éducation des gens. Ils ont aussi un rôle de sensibilisation, mais nous allons travailler en collaboration avec les commissaires de course qui, eux, ont le pouvoir de sanctionner les coureurs quand ils coupent un sentier, quand ils piétinent, quand ils ne respectent pas la signalétique qui est mise en place. Après le passage des coureurs, ils vont devoir refaire tous les parcours pour faire un inventaire, donc un état final du milieu naturel. Ils vont aussi ramasser tous les déchets qui vont être triés et analysés. Pour voir la différence qu'il y a entre les déchets qui ont été laissés éventuellement par les coureurs. Et l'intérêt de faire cette mission, c'est justement de voir l'impact d'un trail sur le milieu. En particulier en réserve naturelle, on met le paquet parce qu'il y a quand même une réglementation stricte. Après, on compare parce qu'on compte tout ça. On a des catégories de déchets, les déchets, alors catégorie papier, catégorie organique, donc tout ce qui est peau de banane, peau d'orange. Ensuite, on a les barres énergétiques aussi, et puis déchets autres qui ne sont pas forcément laissés par les coureurs. Donc on va comparer le nombre qu'on a trouvé avant et après, on pourra savoir quel est l'impact sur le milieu en fait, du passage de la course. Et souvent, c'est des tout petits, c'est l'ouverture des gels qui est laissée. Okay. Voilà l'opercule des gels qu'on trouve beaucoup sur les courses. Comme ça. Ça fait deux mouvements. Un, je détache, je mets dans la poche, je bois mon tube, et le tube, je le mets dans la poche. Je prends plutôt ceux qui ont des gros bouchons, qui se dévissent et qui se revissent. Quelle solution, par exemple, on pourrait imaginer que les fabricants créent des emballages qui permettent de garder en fait l'opercule attaché au flacon lorsqu'ils l'ouvrent. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on impose à des organisations aussi importantes que la vôtre des mesures réparatrices et des mesures compensatoires par rapport à tous les impacts environnementaux que l'événement aura laissé derrière lui? Si on s'aperçoit qu'il y a des dégradations sur des sentiers, qu'il y a des dégradations par rapport aussi à des clôtures, par rapport à des portiques, on traverse beaucoup de parties où il y a des éleveurs, il faut qu'on soit aussi très vigilant par rapport à ça. Et donc s'il y a des dégâts qui sont faits, oui, il faut qu'il y ait réparation, et c'est dans ce sens-là qu'on évolue de manière volontaire, avant même qu'on nous y oblige. Après la compensation, je pense que c'est quelque chose qui est plus compliqué. On n'est pas allé jusqu'au bout dans la mesure où on n'a pas évalué très exactement l'empreinte carbone de l'UTMB sur l'opération. On connaît bien le système de la compensation carbone, mais au-delà de ça, qu'est-ce que c'est que la compensation en matière d'environnement? Là, je pense qu'il faut encore quand même qu'on travaille, qu'on y réfléchisse, et on verra plus tard un petit peu comment tout ça peut évoluer.